Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon naturellement, mais quand même un mot sur l'information de la matinée. Les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent un candidat vaccin efficace à 90%. Est-ce que vous êtes de ceux qui accepteraient sans ciller le premier vaccin qui sera mis sur le marché ? Je ne suis peut-être pas la personne prioritaire, mais c'est une bonne nouvelle. Et je vous ai écouté dans le sujet précédent. C'est de la recherche, c'est du financement public. C'est plutôt, dans mon esprit, je pense que ça montre bien l'importance qu'il y ait des financements publics et pas une recherche uniquement liée par une volonté de profit. C'est une bonne nouvelle. J'espère que tout cela va se confirmer. On est là face à quelque chose d'exceptionnel qui nous percute, qui à la fois, bon, le virus, bien sûr, l'origine n'est pas politique, mais je trouve aussi que le nombre de difficultés sont dues, et on va sans doute en parler, aurons-nous le temps, à des choix politiques qui ont affaibli notamment notre hôpital public, notamment notre recherche publique. J'aurais été fier que ce soit des laboratoires français qui puissent les premiers trouver le virus. C'est d'autres laboratoires. Le vaccin. Mais c'est aussi tout ça, souvent les conséquences d'une politique libérale qui fait que lorsqu'un vaccin arrive, on se retrouve quasiment percuté avec un nombre de morts très important. Un hôpital public, on le voit bien, qui même au début de la circulation du virus, était déjà fortement mobilisé, tous ces personnels, pour qu'on améliore leurs conditions de travail. Ils avaient raison. Il faut anticiper, mettre en place un plan de vaccination avant qu'il soit là, le vaccin ? Il faut travailler, il faut anticiper. De toute façon, la situation dans laquelle nous sommes là, à l'heure de ce deuxième déconfinement, ce chaos est dû à l'absence d'anticipation. Qu'avons-nous fait, du moins qu'a fait ce gouvernement pendant 6 mois depuis le premier confinement ? Quasiment rien. Et on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée aujourd'hui. Alors, dans une vidéo sur TikTok, ce qu'il est aussi sur TikTok, Jean-Luc Mélenchon s'est moqué. Il est partout. S'est moqué du couvre-feu. À contresens bébé, disait-il à Emmanuel Macron. Visiblement, cette mesure a commencé pourtant à produire ses effets dans les métropoles. C'est ce qu'a expliqué hier Jérôme Salomon. Visiblement, le couvre-feu, ça marche. Vous êtes un peu trompé. Non, ne caricaturez pas. Vous savez, on a travaillé, on a présenté 11 projets de loi, 4 plans de déconfinement. J'en ai amené un. La formulation de Jean-Luc était sur ces ordre et contre-ordre et ce désordre dans la parole gouvernementale. Il faut être rigoureux sur les mesures. Maintenant, on a bien vu, on pourrait parler des petits commerçants pris à la gorge par des mesures qui sont parfois pas très cohérentes et qui amènent à ce qu'il y ait un consentement à l'autorité de plus en plus contesté. Il faudra dire que je suis allé faire mes courses dans une grande surface, on a beaucoup plus de chances de prendre peut-être le virus que chez un petit commerçant, à condition qu'il y ait des protocoles extrêmement stricts qui soient proposés. C'est un des sujets qui sera abordé jeudi. Il faut rouvrir les commerces non essentiels, ce qu'on a considéré comme non essentiels dès jeudi. Derrière le mot, il faut rouvrir. Attention, il faut voir si les conditions permettent à ce que, selon la taille du commerce, selon la capacité, non, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais avouez que c'est assez choquant que beaucoup de gens se disent mais moi j'ai mis en place des mesures qui mériteraient d'accueillir le public et la grande surface à côté qui bien souvent est moins en capacité d'empêcher la circulation du virus, elle peut travailler et moi je ne peux pas travailler. Attention, 1 million de chômeurs sans doute supplémentaires, beaucoup de commerçants aujourd'hui, des petites et moyennes entreprises qui vont être sur le tapis, ça va faire mal. C'est pas du tout ce que je souhaite. Il y en a qui sont en colère, il y a les commerçants, vous l'avez dit, les restaurateurs aussi, mais il y a aussi les enseignants qui se mobilisent. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que le respect des protocoles sanitaires, c'est pas pour l'école, les lycées, les collèges. Bien sûr. Vous les soutenez ? À fond, si je puis dire, et je pense notamment à mes enseignants de Montreuil et Bagnolet mobilisés, ils demandent, ils l'ont dit, le ministre n'a cessé, M. Blanquer de répéter, on est prêt, en fait on n'était pas prêt. Ils demandent notamment, pourquoi pas, des doublements de classes, et y compris des personnels éducatifs qui auraient pu être recrutés durant les 6 mois précédents pour accompagner ces dédoublements de classe. Monsieur le ministre Blanquer, il a menti. Il a dit qu'il y avait 3500 enfants qui avaient, dans le cadre de l'éducation nationale, contracté le virus. Les chiffres de Santé publique France sont de 35 000. Attention, donc je comprends. Moi, je suis moi-même enseignant, prof d'histoire depuis 25 ans. Les collègues, si je puis dire, disaient, attendez, les conditions dans lesquelles nous accueillons les élèves ne permettent pas d'assurer leur sécurité, la note, et puis d'un point de vue pédagogique, tout ça ne fonctionne pas bien. Il y a eu un 2 poids 2 mesures avec les établissements scolaires ? Indiscutablement, et M. Blanquer a reculé, si je puis dire, mais il fallait que les personnels se mobilisent pour ça. Ce n'est pas normal. Ils avaient raison de se mobiliser, je les salue, ils ont raison de dire que si on ouvre les écoles, ce qui reste discutable, parce que lors du premier confinement, le président de la République avait dit que c'était le principal lieu de circulation du virus. Cette fois-ci, on les ouvre, mais il n'y avait pas de conditions d'accueil sérieuses pour que ce soit pas dans de bonnes conditions. Et on a vu pourtant avec une étude nationale qui a été menée que le niveau des élèves a sérieusement baissé avec le confinement. Donc elles sont difficiles à prendre, ces mesures. Bien sûr, elles sont difficiles à prendre. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, vous savez, l'affaiblissement de l'école publique, c'est déjà avant, et on est particulièrement touché par ça. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon entre dans la campagne présidentielle. À cause de cela, si je puis dire. Bon ? Ben oui, ceci est lié à cela.
Vous savez, ce dont on vient de parler, c'est de la politique. Il ne faudrait pas confiner la démocratie. Tous les problèmes que vous venez de me pointer, et beaucoup d'autres, sont dus à des décisions politiques. Les questions que se posent les gens, le commerçant, l'enseignant, le salarié, se dit comment on est arrivé là, à l'hôpital, et pourquoi les gens sont dans cet état. C'est pour des choix politiques. Il faut faire de la politique à l'heure actuelle. Maintenant, on a des conditions un peu particulières. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, c'est le mouvement des grands meetings, des réunions publiques. Le confinement nous empêche de faire ça, et il faut le respecter. Alors finalement, qu'est-ce que nous faisons ? Vous savez, j'étais déjà là lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon s'était désigné candidat 15 à 16 mois avant le premier tour. Cette fois-ci, il propose sa candidature 18 mois avant le premier tour. En raison du confinement, on comprendra que ça reste dans le même étiage. Il faut faire campagne, il faut convaincre, il faut mobiliser des gens qui sont abstentionnistes. Vous dites que c'est aussi la place pour la politique, ce moment plus que jamais. Surtout faire de la politique, c'est-à-dire trouver des réponses. Moi, je ne veux pas une candidature, une campagne de rejet, mais une campagne de projet. Alors, les gens veulent savoir qu'est-ce que nous proposons. Avant d'être candidat, il s'est fixé une étape. Il souhaite valider sa démarche avec la signature de 150 000 Français. Je rappelle pour les gens qui nous regardent que le corps électoral, c'est 48 millions de votants. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit en gros que ce serait une validation populaire avec 0,3% du corps électoral. Oh, Caroline Roux, il ne prend pas beaucoup de risques. Mais attendez, vous permettez ce que nous avons présenté, raconter toute l'histoire, si je puis dire. Nous proposons, pour être candidat à l'élection présidentielle, aujourd'hui, c'est 500 grands élus notables qui peuvent soutenir votre candidature. Nous, on propose, on reprend une idée de Lionel Jospin dans une commission à laquelle Mme Bachelot a participé, qui propose aussi qu'il y ait 150 000 citoyens qui puissent parrainer un candidat. Donc Jean-Luc Mélenchon propose, dans la continuité de cette idée de la commission Jospin, si 150 000 citoyens me soutiennent, ça va être une bonne manière d'entrer en campagne. À l'heure où nous parlons, en 24 heures, déjà plus de 100 000 personnes nous soutiennent. C'est plié. Non, mais ça démontre qu'il y a une dynamique. Moi, je me souviens, j'ai parlé de 2016, en 24 heures, on en avait eu 20 000. Là, cette fois-ci, 5 fois plus. On avait mis plus de 2 mois à avoir plus de 100 000. 100 000, c'est bien, c'est significatif, mais évidemment, ce que nous cherchons... C'est une primaire à lui tout seul, en fait. Mais non, écoutez, la primaire, elle a fait 6% la dernière fois, d'accord ? La primaire, elle a amené à ce que M. Valls, qui avait signé, qu'il soutiendrait le vainqueur de la primaire, a trahi sa parole, et ainsi de suite. La primaire, ça a été un chaos. Le seul qui a fait un score significatif, qui est arrivé en tête des candidats de la gauche la dernière fois, s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc pourquoi il a une responsabilité. Pourquoi il part si tôt et tout seul Et tout seul, c'est la... À 100 000, on est tout seul. Ben dites donc, j'aimerais bien que, vous savez, tous ceux qui nous critiquent... Vous savez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire sans les partenaires de la gauche. Ben pourquoi ils ne viendraient pas ? Nous en discutons. C'est qui ? Vous savez, on l'a démontré la dernière fois. La dernière fois aussi, le Parti socialiste, celui qui aujourd'hui crie le plus fort, Monsieur Faure, est le responsable du chaos. Qui c'est qui nous critique aujourd'hui, à part le Parti socialiste et les macronistes ? Quelque part, moi je suis plutôt content. Les macronistes ne sont pas contents. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les mêmes macronistes qui disent aujourd'hui qu'il ne faut pas faire campagne, mais quand la ministre de la Santé est allée faire campagne à Paris, en pleine crise du Covid, ils n'ont trouvé aucun problème. Ça n'est que de la mauvaise foi et de la trouille, je vais vous dire, de la trouille. Ils ont la trouille de qui ? De vous ? Non, mais d'une campagne qui est en train de prendre forme. Mais que les choses soient claires. Elle s'adresse aussi à bon nombre d'autres forces. Je pense à mes amis communistes, à des amis écologistes, à beaucoup d'intellectuels, à tous les gens qui ont envie, malgré tout, aujourd'hui, de ne pas être confinés, comme je disais tout à l'heure, sous la pression de ce que fait le gouvernement, de la peur, mais aussi d'un projet politique. Vous croyez qu'il peut être le candidat du rassemblement ? Juste, vous parliez d'Olivier Faure, il a estimé que le chef de l'État s'était ouvert une bonne bouteille dimanche soir grâce à vous. C'était une bonne nouvelle pour l'Élysée d'avoir une candidature Olivier de Faure, Jean-Luc qui est Mélenchon. Olivier Faure ? L'ancien directeur de cabinet de François Hollande. Olivier Faure, je vais vous dire, c'est François Hollande, les petites blagues en moins. Bon, c'est pas Olivier Faure qui va nous mener vers la victoire. Il a empêché le rassemblement en 2017. Il a voulu que Benoît Hamon se maintienne, alors que, précisément, c'est ça qui a fait déboucher une bonne bouteille et même des caisses entières à Emmanuel Macron. Alors, Olivier Faure, il va nous expliquer d'abord qu'est-ce qu'il fait depuis 3 ans, j'en sais rien, mais ceci dit, on peut se regrouper. Mais avec Arnaud Montebourg, par exemple ? Mais pourquoi pas ? Moi, j'aime beaucoup Arnaud Montebourg. La démondialisation, la 6e République, c'est notre projet. Bah oui, il a fait un livre, L'engagement. J'ai dit, Arnaud, engage-toi. Mais j'ai pas envie de prendre les gens en otage. Nous, on a d'abord une dynamique populaire à créer. Je vais vous dire, on n'est pas des têtes brûlées. On verra si ça ne marche pas. On tiendra compte de la situation. Ça veut dire quoi, ça ? S'il n'y a pas cet enthousiasme populaire, on peut trouver d'autres solutions, de discuter. Mais à comment est-ce qu'on voit l'enthousiasme populaire dans les sondages ? Je vous ai dit déjà 100 000 personnes ça, qui disent... Ça, vous les aurez, c'est plié. Non, mais vous ne croyez pas que c'est comme ça. Vous savez, nombre de gens que je connais dernièrement qui ont fait des appels au rassemblement, ils ont fait 40 000 signataires. 113 319 signatures ce matin à 7h. C'est l'attestation CQFD. Voilà. Donc il y a des gens qui sont disponibles pour faire cette campagne. Mais il faut aussi que cette campagne, elle rassemble des forces. Vous avez évoqué des partis politiques, j'y suis favorable. Vous évoquez... Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas à la fois de division artificielle, mais pas d'unité superficielle. Se mettre d'accord avec des gens qui sont qui veulent nous refaire du François Hollande, on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas d'accord. Mais en même temps, on ne va pas non plus nous diviser avec des gens dont on pense la même chose. Elle sera différente en quoi, cette campagne de 2017 ?
par rapport à celle de 2017? Déjà, on n'a pas à chaque fois à être différent. C'est quoi le triptyque? Il faut une réponse sociale, la question sociale du chômage, la réponse écologique, et il faut changer nos institutions. C'était la même chose en 2017, c'est la Oui, même mais chose. ça reste pertinent. C'est nous qui avions raison. Le programme reste le même, mais il faut le faire avec d'autres personnes. Et puis après, vous avez évoqué TikTok, les réseaux sociaux. Elle aura une modernité, cette campagne, qui sera, à mon avis, assez surprenante. Mais il faut rassembler, mais d'abord, il faut rassembler le peuple. Est-ce qu'il a choisi le 8 novembre pour annoncer sa candidature parce que c'était ce jour-là qu'avait choisi François Mitterrand en 1980? Qui sait? À votre avis? Qui sait? Quoi? Non, mais pourquoi pas? Mais vous savez, ce qu'il y a d'intéressant à retenir, non, il ne faut pas se comparer, mais François Mitterrand aussi a mis 2 fois avant d'être élu. Il y a peut-être là un clin d'œil. Quand même. Mais non, mais c'est vous qui avez fait le signe, puis vous me tendez la perche. Merci. Non, mais vous savez, ce qui est important, c'est est-ce qu'on est utile à la période? Et les gens, ne vous résignez pas, il faut maintenant un projet. Je répète, ce n'est pas une campagne de rejet anti-Macron, c'est une campagne de projet pour rendre la France meilleure.